Monsieur le ministre. Merci. Je me rends compte en vous répondant que tout à l'heure j'ai sauté une question qui est celle de Madame Met, parce que j'avais fait un pont entre la question de Monsieur Larive et de Madame Bazin. Donc du coup je vais répondre à la question de Madame Met en la reliant à la question de Madame Biémouré, puisque c'est dans les deux cas vous m'interrogez sur la ruralité. Donc c'est un sujet essentiel. D'ailleurs, ma première réponse aux questions au gouvernement, il se trouve que c'était posé par les Républicains, j'avais répondu sur ce sujet. Vous me donnez l'occasion de développer et je le fais bien volontiers. D'abord pour vous dire très clairement que c'est une très grande priorité et que on ne doit surtout pas opposer une politique volontariste vis-à-vis des villes et notamment des quartiers périphériques tels qu'on peut le voir notamment au travers de la politique REC+, à une politique volontariste rurale. Nous devons faire et l'un et l'autre, et c'est évidemment ce que nous allons faire. J'y suis très, très enclin. S'agissant Madame Ed, vous l'avez posé sous l'angle peut-être de l'éventuelle extension de la division des classes de CP par deux en milieu rural. En fait, je pense qu'on doit être très attentif à la question rurale, et je vais un petit peu développer à travers de vos deux questions. Mais aujourd'hui, quand on regarde les études sur les écoles primaires rurales, ce que l'on voit, c'est qu'en fait, elles réussissent mieux que la moyenne nationale. C'est une bonne nouvelle, c'est une chose très positive. Il y a d'ailleurs plusieurs facteurs explicatifs. Il y a un facteur qu'on pourrait appeler humain, tout simplement, hein. Chacun voit bien qu'une école rurale, ça a souvent un caractère très, très humain, tout simplement, pour les enfants qui en bénéficient, y compris quant à l'environnement qu'ils ont. Et puis, il y a finalement une forme de nécessité qui est parfois perçue négativement, mais qui en réalité est positive. Cette nécessité, c'est les classes multiniveaux. Ces classes multiniveaux qui caractérisent souvent les écoles rurales, en réalité, sont bénéfiques très souvent sur le plan pédagogique, dès lors que c'est bien fait. Du coup, très souvent, ce qui est en milieu rural, le problème est rarement un problème de saturation, mais presque l'inverse. Et donc, on doit surtout mettre notre énergie dans notre capacité à ce que la qualité soit là et bien entendu à veiller à ce que les classes ferment le moins possible. Mais en tout cas, aujourd'hui, ma conviction, c'est que les écoles primaires rurales sont pleinement justifiées dans leur existence par cette qualité déjà constatée et que cette qualité peut se renforcer. Alors je vais approfondir mon raisonnement en répondant à la question de Madame la députée Biémouré avec l'exemple du Gers où j'ai eu le plaisir d'aller il y a quelques semaines et de parler de ce genre de questions. Donc vous avez raison, il faut évaluer les contrats de ruralité. Voilà un exemple de quelque chose qui a été fait dans les dernières années et que je salue et qui va dans le bon sens. Et c'est d'ailleurs pour cela que j'ai répondu positivement au sénateur Durand qui avait travaillé sur cette question et qui m'a demandé, comme vous, quel était l'avenir de ce dispositif. Donc l'avenir, c'est en effet de l'évaluer. Ça concerne une quarantaine de départements. Et puis d'enclencher une nouvelle génération de contrats qui vont plus loin, comme vous le souhaitez, pour concerner les plus de 60 départements potentiellement concernés par une telle convention, avec des enjeux autour du bâti scolaire, en effet, vous l'avez dit, mais plus généralement, et ça rejoint la question de Mme Met, la question de l'attractivité du rural. Et de nouveau, je mènerai un raisonnement autour du défensif et de l'offensif. Je pense que sur ces sujets-là, on ne doit pas être sur la défensive, mais à l'offensive. Être sur la défensive, c'est raisonner sur les seuils de fermeture des écoles. Et parce que ces seuils de fermeture nous conduisent à dire on ferme à 15 élèves, puis 14, puis 13, puis 12, et puis à la fin, finalement, aussi, quelle que soit la bonne volonté que l'on a, à la fin, finalement, on est dans une logique de déclin. Être à l'offensive, c'est créer des éléments d'attractivité et faire de l'école le moteur d'un renouveau rural que l'on peut tous souhaiter. C'est pourquoi, et ça rejoint en partie une des questions de Mme Fossillot, on peut souhaiter l'innovation pédagogique, on peut souhaiter l'attractivité particulière des écoles et des collèges ruraux. C'est exactement ce que je vais pousser dans les temps à venir. D'une certaine façon, on a déjà des atouts, c'est ce que je disais sur les classes multiniveaux. Il y a déjà des expérimentations intéressantes en la matière. Et on peut donc tout à fait changer l'image et la réalité de ce qui se passe dans les écoles et les collèges sur le plan en milieu rural, et même les mettre à l'avant-garde
contrairement à un cliché qui pourrait exister, les mettre à l'avant-garde de choses attractives. Dans le Gers, évidemment, j'ai beaucoup salué le collège de Marciac, qui est un très bel exemple d'attractivité retrouvée. Je crois que j'en avais parlé déjà ici même, et en tout cas, c'est un collège qui est passé de 80 à 250 élèves grâce aux sections musicales et à une certaine innovation pédagogique, grâce aux internats aussi. Et donc, c'est ces outils-là, il y aura aussi un plan internat qui ira dans ce sens, permettant d'aller vers le renouveau de l'école et du collège en milieu rural, et finalement vers un avant-gardisme rural qui, à mon avis, est la clé des évolutions positives futures. Mais en tout cas, je pense que vous le sentez dans mon ton aussi, je suis totalement motivé pour aller dans le sens que vous avez préconisé l'une et l'autre. S'agissant de la Guyane, sur la question du député laïque, comme il le sait, c'est un sujet qui m'est très cher. Au moment même où nous parlons, deux inspecteurs généraux sont sur le terrain pour examiner l'ensemble des solutions que nous pouvons trouver aux différents problèmes. Celui que vous évoquez, c'est-à-dire celui de la rémunération, enfin de la revalorisation des contractuels, est un parmi les différents sujets. Et donc on le mettra dans une vision globale de l'évolution du corps professoral. C'est très important de considérer que nous devons avoir une politique spécifique pour un territoire comme la Guyane, notamment en matière de recrutement et de formation, de façon à tenir compte des particularités et à répondre aux besoins grandissants de maîtres sur ce territoire. Ça concerne tout particulièrement les lieux isolés. J'y suis, je le redis, très, très attentif eu égard à mon passé. Et donc j'accompagnerai le président de la République qui ira à la fin du mois d'octobre en Guyane pour franchir une étape dans les différentes mesures que nous pouvons prendre, qui toutes vont aller dans le sens de reconnaître des spécificités qui nous permettent d'être plus pragmatiques dans les réponses que nous apportons aux problèmes posés. Au sujet des questions de Madame la députée Fossillo, merci aussi pour ces questions qui sont chacune très importantes, qui me permettent aussi de clarifier les choses, puisque je suis, comme vous, évidemment un adepte de la recherche pédagogique dans l'école publique. Il m'est arrivé dans le passé d'être critiqué comme favorisant trop les innovations et les expérimentations, donc je trouve paradoxal maintenant d'être critiqué comme étant rétro. Je suis attaché à la tradition et à la modernité. C'est peut-être ce qui fait que je suis dans ce gouvernement. Et donc, je suis totalement en phase avec ce que vous avez dit. J'ai d'ailleurs personnellement encouragé beaucoup d'expérimentations dans le passé. Et nous, évidemment, nous le ferons parce que ce que vous dites est juste. Les réponses aux problèmes des inégalités vont passer par le dynamisme pédagogique. Et votre question me permet de dire cela, de le clarifier. Là aussi, je l'espère, de créer une atmosphère d'unité nationale autour de ces questions, parce que évitons les fausses polémiques. Ce mot que vous avez prononcé et que je ne prononcerai pas est entretenu à l'infini, et certains font semblant d'être vexés pour en quelque sorte réentretenir la polémique, donc je ne l'entretiendrai pas. Je n'ai pas d'adversaire dans le système éducatif, je n'ai que des alliés, des gens avec qui nous partageons un objectif qui est la réussite des élèves. Et bien entendu, la réussite des élèves, c'est l'ancrage des savoirs fondamentaux, avec parfois des choses qui sont éternelles sur ces sujets. Donc je n'ai jamais plaidé pour l'innovation, mais pour la capacité à faire fonctionner ce qui marche, parfois depuis toujours, et innover pour tenir compte de ce qui peut marcher dans le futur, non seulement du fait des progrès technologiques qui sont un aspect, mais même grâce à l'expérimentation et à des pratiques nouvelles. Mais vous savez, nous devons concilier des choses qui sont indispensables à concilier dans notre système scolaire et qui trop souvent sont opposées. J'ai dit tradition, modernité, mais je dirais aussi effort et plaisir. Je dirais la capacité à transmettre des savoirs, mais aussi la capacité à faire participer les élèves dans cet acte de transmission dont ils sont les bénéficiaires. Je pense que c'est une clé d'une philosophie de l'école qui, à mon avis, peut faire consensus dans la société française. Et donc, vous avez raison, et ce sera encouragé. Sur le statut des AVS, j'ai un petit peu répondu tout à l'heure en parlant de la politique d'accueil des élèves en situation de handicap, notamment. Ce qui sera visé, c'est progressivement justement la baisse du nombre de contrats aidés, mais pour leur substituer des contrats à durée déterminée, donc quelque chose qui est plus satisfaisant et pour les personnels employés et pour les enfants qui bénéficient
de leur travail. Je réponds rapidement sur un sujet très, très profond et qui nécessiterait du temps. Sur l'autisme, vous le savez, le 4e plan autisme a été déclaré donc, par le président de la République en la présence des différents ministres concernés, dont moi-même. Et donc nous sommes effectivement très attelés là aussi à l'innovation. Ça relie plusieurs sujets que nous avons abordés. Par exemple, il y a aujourd'hui des robots avec de l'intelligence artificielle utilisés pour la sociabilité des enfants autistes lorsqu'ils arrivent à l'école maternelle. Et donc c'est un sujet là aussi de volontarisme, de concentration de nos efforts. Et nous sommes en train de travailler à cela. Je suis évidemment très ouvert pour en parler avec vous. Quant à la question de Mme Vanier sur repérer les élèves qui ont des dons manuels dès le collège et valoriser les compétences manuelles au collège, c'est un sujet auquel je suis très sensible, parce que je pense que vous avez totalement raison. L'intelligence de la main, c'est quelque chose en fait qu'on doit développer chez tous les enfants. J'étais ce matin à l'Académie des sciences pour célébrer l'opération La main à la pâte, qui est là aussi une belle innovation pédagogique des années passées et qui continue et qui a maintenant un développement international. La main à la pâte, c'est typiquement un lien entre l'intelligence de la main et l'intelligence de la tête qui vont ensemble et que tout enfant a en potentiel. Et nous devons valoriser la diversité des excellences. Je crois que c'est un mot-clé. Notamment pour ceux qui se destineront ensuite au lycée professionnel et qui, là aussi, dans la lignée de la question de M. Attal, doivent y aller pour des bonnes raisons et parce qu'ils en ont envie. Et donc, ça signifie qu'en effet, dans les évolutions futures, nous suivrons cette ligne et que ça pourrait mener à des évolutions dans différentes disciplines. C'est un travail des temps futurs. Et donc, ça mène à la question de monsieur le député Attal sur la rénovation des CAP. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y aura une concertation qui commencera en ce mois d'octobre sur l'enseignement professionnel. La rénovation des diplômes en fera partie, et donc le CAP en fera partie, puisque vous avez raison, le CAP est le diplôme qui a été le moins rénové depuis une quinzaine d'années. Des pistes de travail existent. Je tiens à souligner qu'il y a ce que vous avez dit, mais il y a aussi l'inverse, heureusement d'ailleurs, c'est-à-dire des CAP attractifs et qui mènent à l'emploi. Je recevais hier le président de la Fédération des boulangers, qui évidemment embauche, les boulangers embauchent beaucoup de CAP, que ce soit en boulangerie, en pâtisserie ou en vente. Et donc certains élèves ont tout intérêt à suivre cette formation. Et là aussi, c'est tout à fait typique aussi de l'évolution positive de notre société potentiellement, c'est-à-dire c'est des compétences nouvelles qui sont attendues, les compétences numériques viennent interférer avec tout cela, des évolutions de carrière doivent être possibles, des passerelles sont possibles. Donc la voie professionnelle doit devenir pleinement attractive dans la logique de vos deux questions. Merci beaucoup.